Dieu, les ancêtres et la tradition. Ça continue avec Monsieur Ito Nzamba, un panafricanisme pur. Nous allons continuer avec la même thématique. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir quelles sont les religions que vous connaissez. Alors, je connais le christianisme, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme et le judaïsme. L'hindouisme en Inde. Oui. Et d'après vous, quel est le rapport ou disons qu'est-ce que ces religions ont en commun en fait, si jamais il y a quelque chose en commun entre ces religions? Alors bien sûr, il y a bien évidemment quelque chose en commun. Je ne dirais pas quelque chose, je dirais une force invisible, impalpable en commun, qui est ce qu'on appelle en français Dieu. Oh, ok, Dieu. En français, parce que il y a une autre appellation. Oui, par exemple, moi je suis Pounou du Gabon. Ok. Et dans ma langue, Dieu a deux noms. Okay. Soit on dit Nyambi, soit on dit Nzambi. Alors vous avez bien entendu, Monsieur Nzamba a dit Nyambi ou Nzambi, ce sont d'autres appellations qu'on donne à Dieu, mais dans sa langue vernaculaire. Alors, Monsieur Ito Nzamba, que pensez-vous des religions traditionnelles africaines? Alors, si je peux me permettre de le dire. Oui, alors ici en Afrique, strictement parlant, nous n'avons aucune religion. Nous pratiquons ce qu'on appelle le culte des ancêtres. Donc en fait, comme j'ai souvent tendance à le dire, dans une religion ou dans les religions, il y a un Dieu qui est en constant bras de fer avec un Satan, pour sauver l'âme des hommes. Donc c'est un peu ça. Et ce combat n'existe pas dans les traditions africaines. Ok, ce combat n'existe pas dans les traditions africaines. C'est le cas du bouddhisme et de l'hindouisme et du christianisme et j'en passe. Alors, que voulez-vous insigner par là en fait? Parce que essayez d'être un peu plus clair. Alors, ce que j'insigne, c'est que ce constant combat entre un Dieu et un Satan, ce n'est pour moi que le résultat d'une pensée humaine, c'est-à-dire créer un système dans lequel nous allons mettre tous les êtres vivants, tous les êtres humains, je veux dire, pour avoir cette pensée de Dieu. Alors que dans nos traditions africaines, on ne te parle pas de Dieu, c'est toi qui vas le découvrir à travers des initiations. Ce qui fait que ce procédé est tellement, je dirais, mystique, caché, que ceux qui ont importé les religions en Afrique se sont arrangés à ce que nous-mêmes les Africains, nous n'arrivons plus à aimer ces religions-là. Nous les voyons sous une autre façade. Je n'ai pas envie de dire le mot, nous les diabolisons. En fait, je ne vais pas dire diaboliser, mais bon, c'est déjà sorti. Okay. Mais on est obligé de diaboliser à cause de ce contact avec je dirais, avec l'occidental. L'occidental. Ok, mais réellement, je me demande, est-ce que réellement, on va dire, le diable ou tout ce qui est dit dans la Bible existe ou c'est juste une façon d'influencer d'influencer la population ou tous qui croient en cette religion afin de pouvoir sauver le plus des âmes? Parce que est-ce que réellement ces âmes sont sauvées et est-ce que réellement cette religion tient sur une base solide dans la spiritualité ou pour vous c'est que des spéculations en fait? Pour moi, ce sont des spéculations qui sont basées sur des réalités africaines. Alors, vous avez tout à l'heure parlé du diable. Okay. Je vous défie, et je vous défie à vous, mes frères et sœurs, tous ceux qui regardent l'émission, cherchez dans vos langues comment on dit le diable. Si vous ne dites pas diablo, vous allez dire diabou, quelque chose de genre. Vous allez rencontrer le mot diable dans certaines traditions. Mais, à cause des raisons, pour des raisons colonialistes, nos parents ont dû chercher un mot à cause du contact avec les Européens pour expliquer aux illettrés. Quand je dis illettrés, c'est ceux qui n'ont pas la connaissance, ceux qui n'ont pas la langue, le français ou l'anglais, quoi que soit la langue, pour expliquer aux illettrés ce phénomène des religions. Donc il fallait inventer des mots comme diable, par exemple, dans cette langue. Par exemple, je suis sûr qu'enfant va nous sortir peut-être en commentaire que enfant on dit.
Ok. Mais si on retourne, si on retourne dans le passé, avant le contact avec les Européens, le mot diable qui aujourd'hui, par exemple, enfant, n'existait pas. N'existait pas. Voilà, parce qu'il fallait expliquer certains phénomènes. Comment est-ce qu'on peut appeler diable en votre langue? Dans notre langue, pour nous, ça n'existe pas. Mais j'ai entendu parler de Litengu. Litengu, c'est tout simplement un fantôme. C'est quelqu'un qui était là, qui existait, qui est mort. Oh, ok, d'accord. Oui, donc on dit c'est un fantôme. Ok, alors pourquoi l'islam et le christianisme ne sont-ils pas des religions adaptées à l'Afrique, d'après vous? C'est parce que c'est des religions qui viennent d'ailleurs. On les appelle les religions importées, dites révélées. Je suis celui qui pense que Dieu ne se révèle à personne. Il est tellement grand qu'il ne peut pas se révéler à qui que ce soit, quel que soit ton niveau de spiritualité. Tu peux être le grand ganga du monde, tu peux être le plus grand pasteur de tous les temps. Okay. Dieu ne se révèle à personne. Si Dieu se révèle à quelqu'un, il tomberait dans l'imperfection. Alors, pour nous, on doit garder nos traditions au lieu des religions. Oui, je dirais gardons nos traditions parce que c'est ce qui nous définit. Ce qui est dommage, c'est que nous, les Africains, nous nous identifions avec la religion des autres. Et c'est pas sérieux, ça fait manque de se regarder. Si vous allez en Chine, par exemple, okay. Et que vous donnez vous dites par exemple, vous êtes ici en Afrique du Sud et vous faites un voyage en Chine. Okay. Vous dites aux autorités chinoises qu'il y a monsieur Henri Kumba Julien qui arrive dans 2 heures ou dans 5 heures de temps. Alors, quand il entend Kumba Henri, il ne peut pas penser à un Africain. Bien sûr. Et lorsque vous lui présentez le passeport à l'arrivée, quand il dit Henri Julien, bien sûr qu'il y a le mot Kumba, mais il va oublier Henri Julien, c'est ça c'est l'Occident. Voilà. Donc du coup, il regarde comme ça, c'était noir. Il va dire, mais ce type, en réalité, il a un problème d'identification. Pourquoi? Parce que nous nous identifions avec l'image de l'autre. Ce qui fait que nous effaçons complètement de nos traditions. Donc voilà pourquoi je dis qu'il est important de rester dans la tradition, de rester avec ce qui fait nous, ce que nous sommes. Alors, quelle place accorder à Dieu, aux ancêtres et la tradition? Ok, c'est une question très délicate. Alors, dans la tradition africaine, selon moi, Dieu a une place dont nous ne savons même pas. En réalité, nos ancêtres ne s'intéressaient plus à Dieu. Je m'explique. Lorsqu'ils se sont rendus compte que Dieu était un être comme s'il se cachait de l'homme, ils ont compris que nous devons nous rapprocher de ceux qui ont vécu avec nous, ceux qui sont partis, ceux qui ne sont plus dans le commun des mortels, comme on dit. Voilà pourquoi nous faisons ce qu'on appelle le culte des ancêtres. C'est-à-dire, nous allons dans les tombes ou alors nous les appelons avec un certain rite. Et en réalité, les morts ne sont pas morts. Voilà pourquoi les Africains le disent. Pourquoi? Parce que après la vie, cet état de mort, le corps se sépare de l'esprit et l'esprit vit dans le monde spirituel. Ce qui fait que le noir, par ça, je dirais pas par sa philosophie, non, mais par ça, à l'aide de la tradition, parce que la philosophie n'est pas un mot africain, c'est un mot qui vient d'ailleurs. Ouais. De par sa tradition, de par sa spiritualité, de la manière dont il a pu élever sa pensée, est parvenu à rencontrer des gens qui sont déjà morts, mais pas sous un état physique, mais sous un état spirituel. Ce qui fait que c'est une preuve que, effectivement, lorsque nous terminons notre cycle de vie, il y a, entre griffes, une autre vie. Après la vie, il y a une autre vie. Parce que vous pensez que c'est possible pour quelqu'un qui est vivant d'être en contact avec quelqu'un qui vit au-delà? Oui, je pense que c'est possible. Dans certaines traditions africaines? Oui, et il n'y a que la tradition africaine qui puisse se faire. Pourquoi? Parce que nous sommes les seuls spirituels. En fait, un Européen ne peut pas venir ici en Afrique nous apprendre la spiritualité. C'est impossible. Impossible. Ils ne peuvent que nous enseigner la religion. C'est tout. Ben alors, quelles sont, par rapport à ça, les valeurs propres à l'Afrique que vous connaissez en fait? Alors, parlons des valeurs, nous avons une valeur, je dirais, premièrement, la première valeur qu'il y a en Afrique, c'est le communautarisme. Nous sommes des communautaires. Regardez si je viens chez vous un jour. Ok. Vous n'allez pas juste me regarder rentrer comme ça, vous allez me donner à manger et à boire. Pourquoi? Parce que dans nos traditions, nous avons gardé ce truc communautaire, c'est-à-dire la nourriture est en abondance pour tout le monde. Il n'y avait pas de faim, il n'y avait pas de mendiants, on ne mendiait pas.
Mais par contre, si vous vous projetez dans un domaine, dans un monde européen, quelqu'un qui a vécu dans l'hiver, aujourd'hui, c'est vrai que l'hiver dure 6 mois, ou ça dépend des régions. Mais oui. avant la période de la glaciation, l'hiver te durait au moins 9 mois ou 10 mois. Okay. Et puis c'est 2 mois d'été. Donc imaginez quelqu'un qui a grandi dans cet environnement de froid. Il va conserver ce qui lui appartient, c'est-à-dire il ne va pas le partager, d'où l'égoïsme. Mais par contre, en Afrique, nous avons cet esprit de partage, c'est-à-dire que Ito est arrivé, il a quitté son village pour venir dans notre village. On va l'accueillir comme un des nôtres. On ne va pas le voir comme quelqu'un qui est venu voler. Mais aujourd'hui, c'est la condition. On est dans ces conditions. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des conditions précaires de pauvreté. Donc, du coup, quand ton frère arrive aujourd'hui, parce que tes parents t'ont pas suffisamment d'argent, ou bien parce que toi-même tu n'as pas suffisamment d'argent, tu vas attendre que ton ami parte parce que tu as envie de manger. Okay. Alors que c'est des choses qui n'existaient pas dans notre tradition avant. En Afrique, ça n'existait pas. Alors, et par rapport à ça, le rapport avec nos traditions, parce que je me demande, est-ce que c'est ce qui a fait en sorte, d'accord, par exemple, cette façon d'accueillir, de chérir, etc., c'est ce qui a fait en sorte que l'Africain puisse garder sa tradition. Est-ce que tu penses que c'est ce qui a fait en sorte que l'Africain puisse garder sa tradition jusqu'à présent, en fait? Parce que si je ne me trompe pas, d'après mes recherches, les traditions et les cultures même africaines sont en train de mourir. Je dirais qu'elles sont en renaissance. Je vous explique. Okay. Lorsqu'il y a eu le contact avec les Européens, il y a eu une rupture complète avec nos traditions. Parce qu'il fallait coloniser l'esprit africain. Il fallait le rendre blanc, il fallait le blanchir. Donc aujourd'hui, nous nous comportons comme des blancs, nous avons des noms des blancs. Bon, heureusement, mon nom Nzamba et prénom Ito, c'est typiquement africain. Okay. Mais lorsque vous prenez Ito, oui, pour nous, ça veut dire l'espoir. On dit, en fait, un pour nous m'appelle. S'il regarde, c'est écrit Ito, il va me dire, il va m'appeler Ito. Ah, maintenant, je comprends pourquoi monsieur Obamze a fait abstraction de son prénom, Joël. Voilà. Donc, au moment de ce contact, on a été complètement... Regardez, par exemple, quand les fourmis marchent en file, comment dire, en file indienne, oui. Et que vous venez avec le doigt, vous coupez ce fil. Qu'est-ce qui va se passer? Les fourmis seront complètement perdues. Et si vous revenez après un certain nombre de temps, vous allez voir qu'elles ont repris la file. Okay. Mais l'Africain, c'est cette fourmi qui n'est pas revenue dans cette file. Il est perdu parce qu'il s'identifie à l'oppresseur. Ok. Qui sont les colonisateurs? Qui sont les colonisateurs. Donc, comme je disais, ils ont colonisé nos esprits. Et donc, du coup, on est complètement perdu. On ne sait pas qui nous sommes. On s'identifie parce que papa a dit que, ok, tu vas t'appeler Ito. Mais dans le fond, c'est ce corps-là qu'on appelle Ito. Mais l'esprit qui t'habite, il a un nom et tu dois le rencontrer. Mais est-ce que ce niveau de spiritualité qu'avaient nos ancêtres, est-ce que, d'après vous, c'est le même niveau que nous avons actuellement? Ou est-ce que la spiritualité africaine est à revoir actuellement? Non, le niveau n'est plus le même. Je dirais qu'à cause des interférences, des interactions, je voulais dire, avec les autres, la culture a aussi changé. Okay. Je dirais, j'ai envie de dire changer dans le négatif, mais en gardant ce négatif, il y a ce petit positif parce que l'Africain a réussi à garder certains secrets en titre initiative. Je vous prends l'exemple. Regardez, par exemple, quand nos ancêtres aujourd'hui remarquent que nous ne parlons plus nos langues, oui. Que nous parlons plus la langue du colon, et nous nous habillons comme eux, nous faisons tout comme eux. Moi, je me dis que eux, lorsqu'ils nous regardent, parce que les morts ne sont pas morts, quand ils nous regardent, je me dis qu'ils nous regardent avec des larmes. Pourquoi? Parce qu'ils se sont battus pour protéger ça. Aujourd'hui, nous chérissons ça, c'est normal aujourd'hui. Mais eux, ils pleurent en nous regardant parce qu'ils se sont battus pour ça. Il y a des ancêtres qui sont morts parce que en plein champ de coton, on est en train, par exemple, de frapper son frère noir. Il laisse le champ de coton et il va se battre et il meurt. On avait des ancêtres comme ça. Aujourd'hui, par exemple, c'est encore resté en nous, c'est même dans nos gènes encore. Parce que si, par exemple, tout de suite, tu me vois, je suis en train de marcher, là, à Sanissade, et puis je me fais agresser. Mais tu auras cet amour de venir te battre pour moi parce que c'est un frère que tu connais. Bien sûr. Mais aujourd'hui, il y en a qui n'ont plus cet amour-là. Comme il y avait aussi, dans les champs de coton, il y avait des nègres de maison, comme on dit. Quand on frappe l'autre,
il reste là juste parce qu'il faut protéger sa vie, il faut protéger sa famille qui est aidée par le colon, bien sûr. Mais alors, qu'est-ce que tu proposes pour un retour aux sources? Pour un retour aux sources, c'est simple. Premièrement, je ne dis pas de nous défaire de la modernité, parce que la modernité, ce n'est pas un seul peuple qui construit, c'est toute une nation, c'est tout le monde qui le construit, c'est les blancs, c'est les noirs, c'est tout le monde. Donc ce que je conseille, c'est de faire un peu comme les Sud-Africains, c'est-à-dire garder nos langues, les faire revivre. Si papa ne te parle pas la langue, dis à papa, parle-moi la langue. S'il dit non, je ne peux plus te parler la langue, il y a des grands-pères, il y a des grandes sœurs, ou alors papa a une famille où la langue est toujours parlée. Il faudrait premièrement faire revivre nos langues. Deuxièmement, si nos langues revivent, nous pouvons les coder dans nos systèmes éducatifs, c'est-à-dire imposer nos langues dans le système éducatif. Ça va faire revivre une partie de la culture, parce que la langue fait partie de la culture, la danse fait partie de la culture, la façon de s'habiller fait partie de la culture. Et tout ça, l'Africain a perdu parce qu'on s'identifie à l'autre. Donc, en fait, le problème de l'Africain, c'est un problème identitaire. Une fois que tu arrives à retrouver ton identité, tu te retrouves, c'est fini. Et je me dis, et ça c'est mon point de vue, je me dis, ça commence par la langue. Parlons nos langues. Et en parlant nos langues, ça va recréer ce pont de communication avec nos ancêtres. Et par rapport à la spiritualité? La spiritualité, ici, je dirais, ce serait un peu très aigu, parce que nous avons des Africains qui sont complètement colonisés avec les religions, qui auront peur de retourner à la spiritualité. Moi, ce que je dis, c'est simplement de faire de la recherche, de se rapprocher de ceux qui connaissent, bien sûr, donc des initiés, ou alors ceux qui font aussi de la recherche. Se rapprocher de ne pas avoir peur d'avoir des débats. Ça commence par des débats. Après le débat, il y aura une sagesse qui va s'introduire après le débat. C'est-à-dire, tu ne vas plus débattre, tu vas maintenant chercher à comprendre. Parce que dans le débat, on ne cherche pas à comprendre, on cherche juste à faire éclater des idées. Parce que l'Africain actuellement a peur de sa culture, de sa tradition. Oui. Wow, c'est étonnant. Alors, donc, vous préconisez des débats Oui, des débats ouverts, des débats où on doit laisser chacun s'exprimer, qu'il soit chrétien, qu'il soit initié, qu'il soit musulman, qu'il soit... Mais est-ce que vous pensez que les parents, comme je dis, n'ont pas un rôle à jouer là-dedans, comme éviter peut-être de faire en sorte que les enfants fréquentent des églises et les vacances peut-être, oui, bien sûr. Aller voir des initiations? Vous savez, il n'y a aucun enfant sur terre qui a décidé d'être chrétien, qui a décidé d'être musulman. Ce sont les parents qui imposent. Oui. Et avec le temps, l'enfant grandit et après, il se retrouve dans une position où il fait des choix. C'est ça. Donc, c'est pas la faute à l'enfant, c'est la faute aux parents. Donc déjà, nous, en tant que parents, nous devons préparer les futures générations. Regardez, aujourd'hui, les gens sont plus éveillés. Les gens se questionnent sur Jésus. Les gens se questionnent sur nos traditions. Alors qu'avant, c'est des choses qui n'existaient pas. Et donc aujourd'hui, c'est que les gens... Un de vos frères a fait comprendre que la tradition, elle ne s'apprenait pas, qu'elle se découvrait en fait. Bien sûr. Pourquoi qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui nous n'arrivons pas à la découvrir dans sa forme? Et c'est pourquoi est-ce qu'il faut toujours qu'on nous parle de ça? Sinon ça revient à apprendre aussi. Oui, vous savez, aujourd'hui vous connaissez beaucoup plus de l'Afrique, c'est dans les réseaux sociaux, c'est Facebook. Bien sûr. On n'apprend pas ça à l'école parce que c'est justement l'éducation, c'est ça le problème. C'est que je vous prends un exemple. Lorsque tu fais de la 6e en terminale au Gabon, tu ne connais rien du Gabon. Tu connais tout de la France. La géographie, les langues, en fait, tu connais tout de la France. Tout ce qui concerne l'Occident. Tout ce qui concerne l'Occident, voilà. Ouais. Et tu ne connais rien du Gabon. Tu ne sais pas... à peine tu connais. Parce que notre programme, disons, je suis Gabonais. Donc, parce que notre programme scolaire ne nous parle pas assez de nous. Et en plus, dans notre programme scolaire, c'est le roman du colon. Ce qui fait que c'est une partie de l'histoire qu'on nous raconte à l'école. Et c'est celle avec laquelle nous grandissons. Mais si par contre, on a la version africaine, vous allez vous rendre compte que ce serait différent. Et c'est là le problème. Qu'est-ce que vous préconisez alors? Ce que j'ai préconisé, c'est dans nos ministères de culture, nous devons avoir des Africains, des Gabonais qui veulent apprendre l'histoire du Gabon. Comment les femmes ont fait pour venir au Gabon? Comment est-ce que les Pounous ont fait pour venir?
qui étaient les premiers peuples installés, qui étaient les premiers peuples à accueillir des nouveaux peuples, comme les Pongwe, comme les Punu ou les Eshira, les Michogo. C'est des choses que nous devons apprendre dès l'enfance. Mais c'est des choses que nous découvrons sur Facebook. Et ça n'est pas normal. Ce qui fait qu'il y a déjà un problème éducatif au Gabon. Et c'est un système que nous devons changer. Et pour changer ça, comme j'ai dit, le Gabon, ou devant toute l'Afrique, hein, parce que si je n'ai pas de Gabon, c'est pareil pour l'Afrique. C'est comme un ordinateur. Il faut changer le software. Il faut tout changer. Voilà pourquoi peut-être on dit je suis un pluriste, un dur, mais c'est ce qu'il faut faire. Parce que vous avez changé votre software. Définitivement. Alors, merci Monsieur Ito Nzamba. La thématique du jour était...